fait les tests tout à l'heure, ça marchait bien, mais les aléas, comme on dit, les aléas du direct. En parallèle, je suis en train de lancer, de diffuser le séminaire sur Facebook. C'est aussi, par contre, il faut demander à quelques participants qui n'ont pas encore les noms clairs, le nom et le prénom. Par exemple, Joseph, c'est qui, s'il vous plaît, Reda, RE? Merci d'éclaircir vos noms et vos prénoms, s'il vous plaît. Et le nom d'entreprise, ce sera l'idéal. Oui, rebonjour à tous les participants. D'ailleurs, on vous remercie pour participer à nos webinaires. Et comme on l'a souvent précisé, le club de dirigeants, c'est un club de dirigeants. Et il a pour ambition de créer un espace de réseautage, un espace de faire connaissance et partager aussi des opportunités de travail. Et premier démarrage, première initiative pour cet espace-là de connaissance, c'est de mentionner vos noms, voilà, vos noms et prénoms. Et aussi, on vous a envoyé, on vous a demandé aussi au moment de l'inscription d'identifier un certain nombre de champs. Si vous voulez bien, on sera vraiment très reconnaissant si vous pouvez aussi renseigner ces éléments. Alors, quelques mots, je vais en profiter que Saïf est en train de résoudre le petit souci technique. Alors, la session de présentation aujourd'hui porte sur les neurosciences, les outils, leur impact sur la performance de l'entreprise en particulier et l'humain de façon générale. La présentation prendra plus ou moins 1 heure et quart. Et à la fin, à l'issue de la présentation, on va ouvrir le débat, commentaires, questions pour les participants. Et pour aussi, s'il vous plaît, lors de la présentation, je vais vous demander que chaque personne qui veut poser la question, tout simplement qu'il manifeste son intention pour qu'on lui donne la parole, qu'il pose la question de façon directe. Si jamais il y a un souci au niveau micro, qu'il inscrit sa question sur l'espace chat, sur l'espace de conversation. Et ainsi, on va relayer cette question-là, vos questions à l'animateur. Okay. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment poser la question, une petite demande, s'il vous plaît, tout simplement identifier votre activité et le rôle je veux dire le poste, le rôle que vous avez. Salif, je ne sais pas si vous pouvez parler là pour si c'est Vous résolu. m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Excellent, super, c'est génial. Très bien, très bien, très bien. Voilà, ça arrive, hein? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En même temps, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez quelque chose à partager, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Bah, sinon, on va y aller rapidement. Donc, Comme vous souhaitez, je vais démarrer la session, bien entendu, en remerciant Salif Khan pour nous avoir fait l'honneur de participer à cette série de webinaires organisés par le Club des dirigeants pendant cette période de confinement pour booster, pour nous préparer, pour préparer tous nos chefs d'entreprise à être prêts une fois les déconfinements annoncés. Aujourd'hui, c'est un sujet parmi les plus intéressants. Quand on parle de neurosciences, déjà on parle de neuro, tout ce qui est cérébral, tout ce qui est cerveau et science. Donc, doublement intéressant et je dirais triplement intéressant parce qu'on va parler aussi de l'impact, de l'importance neurosciences par rapport à l'entreprise et par rapport à l'humain. Petite introduction par rapport pour Salif Khan. Salif Khan est un ingénieur informaticien en termes de formation de base. Aujourd'hui, c'est un coach, exécutif, conférencier et auteur. Il est aussi le fondateur du cabinet Avenir Futur. Aujourd'hui, il me fait le plaisir d'animer cette session-là et qu'on remercie beaucoup. Écoute, sans trop tarder, je vous donne le micro, Salif.
Oui, bonjour. En tout cas, je remercie tout le monde, hein, sans citer des noms pour ne pas oublier certaines personnes. En tout cas, c'est aussi un honneur pour nous voilà, de nous donner la possibilité de partager en ces moments difficiles, certainement pour certaines personnes, et voilà, qui peuvent s'avérer être normal pour d'autres personnes. Voilà, donc aujourd'hui, malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps. J'ai fait un petit sacrifice. Je suis pas chez moi, je suis à l'hôtel. Donc, il y avait de gros soucis de connexion Internet. Donc, j'ai dû demander aux gens qui sont à mon étage et un peu à l'étage en haut, donc de se priver d'Internet. Donc, du coup, on sera ensemble que pendant 1 heure. Je pense que c'est un inconvénient, mais on pourra l'accepter quand même. J'espère. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de neurosciences. Donc, et voilà, ces outils pour l'entreprise. J'avais préparé quelque chose qui était vraiment beaucoup plus adapté, plus long. Donc, normalement, ce qui devait se faire, c'était à l'issue de ce webinaire, vraiment qu'on puisse avoir le maximum de bagages possible. Donc, tout simplement pour savoir comment gérer l'entreprise en 2020. Donc, comme il vous l'a expliqué, hein, donc moi, on m'attribue des fois, donc, étant un expert, que je dis non, parce que moi, je suis toujours un chercheur en neurosciences, donc je suis toujours dans les recherches que j'applique donc avec beaucoup de succès. Mais donc, l'expertise, on va l'atteindre avec le temps. Bon, tout le monde se proclame expert maintenant, je n'ai pas de souci avec ça. Mais moi, me concernant, je dis que je suis toujours donc, dans les recherches. Donc, pourquoi je dis avec la nouvelle entreprise? Donc, aujourd'hui, on est en 2020. Donc, il faut vraiment savoir s'adapter avec ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de changements se sont passés au niveau de l'entreprise, hein. Il y a beaucoup de facteurs. On ne fait pas attention à ces facteurs. Je suis d'accord, je comprends. Mais il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui ont changé la manière de percevoir les choses. Les gens ont grandi en auto-apprentissage. Les gens apprennent par eux-mêmes. Quand les gens reçoivent des feedbacks au sein de l'entreprise, ils en ont déjà reçu. Des feedbacks qu'ils savent partir avec une réciprocité, mais des fois aussi avec des feedbacks qui poussent la personne vers la réponse. Je vais expliquer ça. Pour être plus court, parce qu'on n'aura que 1 heure, on avait l'habitude d'entendre vie professionnelle et vie personnelle dans l'entreprise. Et ce qu'on nous a appris, que ce soit moi, que ce soit la plupart des gens qui sont issus sur ce webinaire, on nous a appris en tant que manager, en tant que cerveau de ce collectif, de faire comprendre aux gens que leur vie professionnelle, c'est leur vie professionnelle et que leur vie personnelle, c'est leur vie personnelle. C'est d'une manière, entre autres, c'est ce qu'on nous a appris à faire. C'est la manière dont on nous a appris à manager. Alors qu'en 2020, on a compris qu'en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, on a compris qu'il faut savoir aider la personne, voilà, à allier ces deux facteurs en combinaison pour que ça marche. Khayar, est-ce que tu peux activer ton micro et dire un petit mot en attendant que je continue? N'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que ça se passe et c'est ça le plus gros souci que nous avons aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, j'ai mon collaborateur, Khayar, qui est là. Donc, comment j'ai une retraite anticipée, comme je dis. Donc, j'ai eu un ami qui m'a lâché quand j'ai parlé de bêtises, quand je suis devenu dépressif. Donc, je lui ai dit que moi, je vais faire des recherches en neurospiritualité. Ben, il m'a dit, mon cher, ciao. Parce que toi, là, donc, là où tu vas, ça va pas aller. Ben, je suis sûr que ça va pas être le cas. Khayar, comment tu vas? Est-ce que tu peux dire… Bonjour, M. Khan. Oui, bonjour, vous allez bien? Ça va, et vous? Bonjour et merci d'abord pour l'invitation. Donc, moi, sans pour autant tarder, et donc, moi, c'est Tierno Khayar Khan. Je suis un peu plus spécialisé dans le management de l'innovation, avec comme spécialité le management de projets culturels. Aujourd'hui, avec M. Khan, nous allons parler des neurosciences et la nouvelle entreprise. Moi, j'avais quelques questions à poser à M. Khan.
Oui, je savais ça, mais il faut comprendre aussi que moi, comme j'ai dit tantôt, j'ai dû mobiliser donc, les gens de l'étage d'en haut et celui qui sont dans mon étage. Ils m'ont donné la possibilité d'être seul sur la connexion Internet pendant 1 heure. Donc, peut-être moi, si je sors, je peux te laisser continuer. Tu peux continuer dans ton optique. Et moi, je vais avoir beaucoup plus le temps de parler voilà, de ces neurosciences. Et après, il se peut que je te laisse continuer, d'accord? C'est bon comme ça? Super, ça va, on peut faire comme ça. Oui, ça Ok, il va. n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Tu avais des questions? Tu me commences avec des questions là. C'est quoi ça? Oui, en fait, bon, pour les questions, c'était juste l'idée de modérer. Donc, moi, Ok, j'aimerais à ce que vous reveniez un peu sur la communication au sein de l'entreprise. Après, on va sûrement parler des facteurs de démotivation au sein de la nouvelle entreprise, s'il est aussi nécessaire de passer par des sanctions. Mais là, il faut qu'on fasse focus sur la première interrogation, la d'accord. communication au sein de l'entreprise. Pouvez-nous parler un peu sur cela? Mais c'est quoi ce délire? Tu viens tout de suite avec une question à chaud là. Ok, ben, il fallait me laisser développer un peu, mais il n'y a pas de souci. Donc, en fait, la communication au sein de l'entreprise est sans doute l'un des facteurs les plus importants. Et aujourd'hui, ce qu'on ne savait pas de cette communication, on a plusieurs éléments à prendre en compte au sein de cette communication au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire, ça entre dans la globalité de ce qu'on appelle le neurofatigue. Qu'est-ce qui se passe? Quand on est en face d'une personne avec qui on souhaite délivrer un message, il faut d'abord comprendre la personne. Il faut d'abord travailler sur les différents types de profils que nous avons au sein de l'entreprise et c'est à partir de là qu'on va adapter notre communication. On ne peut pas avoir la même manière, la même méthode, la même méthodologie de communication pour tous nos collaborateurs. Ça ne va pas marcher. Donc, ce qui veut dire que la communication est personnalisée selon le type de profil que nous avons devant nous. Donc, je vous explique quelque chose. Dans la communication, on va trouver des points. On ne fait pas attention à ces points, mais ils sont très, très importants. Qu'est-ce que je veux expliquer par là? Donc, on a besoin de transmettre un message. Ce message doit être suivi par la lignée de ce qu'on appelle la norme d'exécution. La norme d'exécution, qu'est-ce qui va se passer? On doit transmettre un message à une personne pour lui faire comprendre qu'il doit agir par rapport à une situation. La situation peut être par rapport à ses tâches qu'il doit exécuter. Et maintenant, moi, dans mes formations, ce que je fais comprendre aux gens, c'est quel type de communication on doit adapter par rapport à cette personne. Quand on vient donner des ordres à nos collaborateurs, ça crée un gros souci. Je vous explique comment notre cerveau il réagit par rapport à des ordres. Il va se mettre en mode riposte. Et quand la personne est à la riposte, il va être à 50% de ses capacités. Ce que je dis, c'est très sensible et on doit essayer de comprendre ça. Il y a deux choses qui vont se passer. Donc, quand on donne un message à un de nos collaborateurs et que le collaborateur le reçoit comme étant des ordres à exécuter, là, on est dans un trouble avec la personne. Pourquoi? Quand la personne inconsciemment part vers la riposte, c'est-à-dire, ce n'est pas que la personne dit « je vais riposter », mais il y a un mécanisme, il y a les neurotransmetteurs qui vont s'activer. Et pour chaque élément, chaque méthode de communication, on active un des neurotransmetteurs qui va faire que la personne, sans le savoir, va réagir par rapport à ces neurotransmetteurs qui vont aider, qui vont conditionner la personne. Est-ce que vous me suivez toujours? Donc, effectivement, ça va. Effectivement. Donc quand on donne des ordres et que la personne prend le message comme étant un ordre, comme le message comme étant des ordres, il y aura des soucis. La personne va vers la riposte et il va perdre ses capacités. C'est sûr que je te promets que tu vas revenir pour réexpliquer encore. Sinon, je te dis que tu vas revenir pour apporter des corrections par rapport aux tâches. Parce qu'en ce moment, la personne n'est plus dans tous ces états. La personne n'utilise plus toutes ses capacités. Donc, il peut réagir. Est-ce que vous me permettez, M. Khan? Oui. Donc, quel est le rôle de la neuroscience à ce niveau-là? Exactement. La neuroscience permet de comprendre ce mécanisme dont je parle. Il va te dire, donc, quand tu transmets un message, il ne faut pas que la personne reçoive tes messages comme étant des ordres à exécuter. Donc, s'il reçoit ce message
comme étant des ordres à exécuter, il perd ses facultés. Soit il va vers la peur, il exécute le message parce qu'il a peur. Les peurs sont, il y a ce qu'on appelle les peurs allégées et il y a ce qu'on appelle les peurs franches. D'accord? Donc, les peurs allégées, c'est je vais exécuter cet ordre parce que je veux être un bon employé. Je vais être dans l'exécution parce que j'ai peur d'être perçu comme tel. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, la personne agit par la peur. Et on doit savoir que quand la personne a peur, c'est quel mécanisme on a activé dans le cerveau de l'être humain? Est-ce que la personne vraiment va faire ce qu'on va lui demander de faire ou bien la personne s'est affaiblie? Donc, c'est pourquoi la communication au sein de l'entreprise, elle est très importante. Donc, moi, je forme des gens tout le temps sur le body language. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la norme d'entrée qui va te permettre de mesurer comment le message est perçu. Je ne vais pas te demander d'être un synergologue, mais je vais te demander de connaître un tout petit peu le body language de la personne. Quand je commence à délivrer le message, à partir de ces traits, je vais comprendre, là, il faut que je reprenne là. Là, ça ne marche pas. Là, le message que je suis en train de lancer est mal perçu par la personne. C'est à travers ce body language qu'on va maintenant repérer les zones de sensibilité. Les zones de sensibilité, c'est dans la communication, il y a plusieurs étapes qu'il faut comprendre dans la communication avec une personne. Il y a la phase de lancement de la communication. Après la phase de lancement, c'est là qu'on va voir la réceptivité, qu'on va voir la réception, comment ça se passe. Et lors de la réception, la personne va relancer la balle. Qu'est-ce qui se passe? La personne, il va aller vers l'analyse du message. Est-ce que vous me suivez? Et quand il va vers l'analyse du message, c'est là qu'il va utiliser donc, les points de son cerveau. Est-ce qu'il va utiliser la même partie que la personne utilise quand il est en colère? Ou bien est-ce qu'il va utiliser la même partie du cerveau quand la personne utilise quand il est super motivé? Est-ce qu'on va utiliser cette partie du cerveau quand la personne utilise quand il a peur? Ces messages, nous, on ne pourra pas l'avoir sans pour autant voir le body language de la personne. La personne n'a pas encore réagi. Est-ce que vous me suivez toujours? La personne n'a pas encore réagi, donc on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Comment mon message est perçu. C'est pourquoi on parle de body language. Il faut savoir lire les traits du visage de la personne, ses mouvements corporels, comment la personne, est-ce qu'il change de position durant la communication. Et c'est là qu'on va comprendre comment le message que j'ai lancé à la personne est perçu. Donc, je pense qu'à peu près, c'est comme ça la communication au sein de l'entreprise. Quand je parle de neurosciences, je pense que j'ai utilisé des termes qui ne sont pas complexes. Je n'ai pas parlé de mécanismes pour ne pas perturber les gens qui ne sont pas initiés dans ce domaine. Et il y a une chose aussi qui est vraiment très, très, très importante. Donc, il faut connaître les types de profils que nous avons au sein de l'entreprise. Mes collaborateurs, c'est pas n'importe qui, comme je dis. C'est pas des personnes que je rencontre dans la rue. On se dit des choses, on part. Tout ce qu'on dit aujourd'hui avec un collaborateur, il y aura des répercussions demain. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Donc, les répercussions, c'est quoi? C'est la manière dont il a perçu le message. S'il reçoit les messages comme étant des ordres, s'il est en train de travailler parce qu'il a peur, s'il n'a pas des résultats, ce n'est pas lui, mais c'est toi qui l'as poussé à perdre cette faculté. Donc, la communication, elle est assez là. Si je me limite à cette question, donc ça va bouffer tout le temps. Oui, en fait, j'aimerais aussi savoir, puisqu'on voit que c'est un processus logique, est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de savoir que le message est bien reçu, oui ou non? Ben, si on part vers le body language, on peut comprendre tout ça. Donc, ça, c'est de un. De deux, on va attendre les feedbacks que nous avons par rapport à la personne. Et il faut comprendre qu'il y a un profil qu'on ne connaît pas dans l'entreprise. C'est la personne qui ne parle jamais. C'est la personne qui est tranquille. C'est la personne qui, quand il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, cette personne ne le montre jamais. Donc, ça, c'est un problème. Donc, pour cette personne, on n'aura pas vraiment ce qu'on appelle les feedbacks franches. Il y a une personne qui est au sein de l'entreprise, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il riposte. Et moi, j'aime bien ces genres de personnes parce qu'ils dégagent tout ce qu'ils ont. Et c'est à partir de ce feedback que je disais, tantôt, la question que tu m'as posée tout à l'heure, je l'ai frôlée. Je disais, il faut avoir des indicateurs. Il faut avoir des unités de mesure. Les unités de mesure,
c'est les ripostes que nous avons. Des fois, on a envoyé un message, mais on a une réplique. Donc, des fois, on a envoyé un message, mais on a un retour au niveau des concrétisations par rapport aux tâches que la personne doit exécuter. C'est mal exécuté. Donc là, il faut comprendre que la communication est valable que pour le manager et est valable aussi que pour la personne qui est chargée de la montée en compétence des collaborateurs. Donc, si cette personne a un message à lancer, ça fait partie de la communication. Et s'il ne comprend pas comment le message doit être envoyé, sur quel profil le message doit être envoyé, son message ne sera jamais perçu. Et il faut que la personne, quand il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau de l'entreprise, ou bien quand il parle avec les gens et qu'il n'y a que des ripostes qui sont là, je parle des ripostes négatives, donc la personne doit se poser des questions et dire, ben oui, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça avec tout le monde? Et il y a quelque chose aussi qui est très important. Il y a deux éléments qu'il faut savoir distinguer. Donc, quand on est le cerveau de l'entreprise, donc le décisionnaire exécutif, donc il y a des personnes qui sont collées à nous. Donc, les personnes, il y a deux profils de personnes, de collaborateurs qu'on a à ce niveau. Donc, les personnes qui sont là avec nous, donc ils se conforment à ce qu'on demande de faire. Là, il n'y a pas de problème. Et ces personnes, on n'a jamais de feedback avec eux. À chaque fois que moi, j'envoie un message, OK, c'est bon, c'est parfait, ils vont aller vers l'exécution. Et il y a d'autres personnes qui sont là, qui me donnent des ripostes, mais les ripostes ne sont pas franches. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, moi, je ne pourrais pas mesurer les messages que je transmets, je ne pourrais pas mesurer l'efficacité de ce que je demande de faire. Donc, comment je vais savoir l'efficacité? C'est la deuxième couche. Donc, moi, je suis là, je suis le cerveau. Il y a des gens qui sont attachés à moi. Et ceux qui sont attachés à moi, il y a d'autres personnes qui sont attachées à eux. Donc, je vais voir la concrétisation, comment les personnes qui sont attachées à ceux qui sont attachés à moi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le résultat? Il faut comprendre aussi que ce qui compte, c'est quoi? C'est le résultat final. Donc, c'est ce résultat final qui va me permettre de savoir comment mon message est perçu. La communication, elle est bonne ou pas? Est-ce que vous comprenez? Donc, je parlais avec un ami, je lui dis, écoute, il faut arrêter de me dire, j'ai une vision macro, macro, macro. Quitte cette vision macro alors et va vers cette vision micro. Parce que toi, tu es en train de faire un jugement, en fait, en réalité, que normalement, tu ne devais pas faire. Tu es en train de perdre beaucoup de temps. Quitte cette vision macro pour aller vers la vision micro. Donc, tu as fait confiance à des personnes, ça ne marche pas. Il faut aller regarder pourquoi ça ne marche pas. Et une autre chose qui est très importante dans la communication, c'est quoi? Donc, quand je parle avec une personne, quand je délivre un message, quand je suis en train de l'apprendre à apprendre, parce que c'est la nouvelle tendance, et exactement c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut comprendre au sein de l'entreprise, je ne dois pas délivrer mon message de la manière dont moi je le comprends. C'est-à-dire, moi, je comprends la chose, c'est très facile chez moi. Il n'y a pas besoin d'analyse, il n'y a pas besoin de neurosceptique, j'ai besoin de rien du tout parce que tout ça, je l'ai fait au préalable. Et on oublie que moi qui transmets le message, donc ce que je veux faire comprendre, moi, je ne suis pas tout d'un coup, je ne l'ai pas compris tout de suite. J'ai pris le temps de l'analyser, de revoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et après, je vais transmettre le message à une personne qui, c'est très nouveau chez lui. Et moi, je dis, bon, je comprends la chose. Ça, c'est très facile. La personne a très bien compris la chose. Moi, en formation, oui, c'est… effectivement, M. Kane, vous me permettez. Donc, quelles recommandations faites-vous aux managers dans ce cas-là pour adopter les outils de la neuroscience dans la nouvelle entreprise? Exactement. Donc, quand on parle de communication, donc le plus important, c'est quoi? C'est de savoir quel type de profil nous avons devant nous, d'accord? Oui. C'est de comprendre c'est quoi ces points de réceptivité forts. Donc, la personne. Donc, il y a des choses qu'on a arrêtées et que moi, je pense que c'est vraiment très important. Essayez de savoir, est-ce que cette personne est kinesthésique? Est-ce que cette personne, je vais utiliser des termes plus simples, est-ce que cette personne comprend mieux mon message quand juste il entend ce que je dis? Ou bien, est-ce que la personne a besoin d'avoir quelque chose de concret qu'il touche pour qu'il puisse comprendre mon message? Est-ce que cette personne est que visuelle? Est-ce que cette personne a besoin, il n'a pas besoin que, excusez-moi du terme, que je le saoule à expliquer ce que je veux dire.
Cette personne Mais a en juste... fait, comment faites-vous pour connaître l'attitude de la personne? Exactement, c'est ce que je dis. Donc, ça, c'est un peu poussé. Donc, il y a des indicateurs des unités de mesure qu'on va utiliser. Donc, ça, si on doit le dire aujourd'hui, vraiment, ça va nous bouffer les 1 heure que nous avons. Mais c'est un travail qu'on doit faire pour connaître les types de profils que nous avons, kinesthésique, visuel. Donc, cette personne, je vais parler avec lui pendant 40 minutes. Réexpliquer la chose. Réexpliquer la chose. S'il y a son côté visuel qui est un peu, qui vient juste ce qu'on appelle le nivelage, qui est capable de s'accoupler avec son côté auditif, cette personne pourra, après 1 heure, 2 heures, comprendre mon message. Je pense que ça, c'est une perte de temps pour délivrer un message qui devait prendre 15 minutes. Donc, si cette personne est visuelle, je n'ai pas besoin de parler 45 minutes, 1 heure, 2 heures pour que la personne comprenne ce que je suis en train de dire. Donc, cette personne a juste besoin que je lui envoie un mail. Bon, donc, voici ce qu'il faut comprendre avec un visuel bien fait, tout en toujours activant donc, ces champs. Donc, il y a une partie qui, à chaque fois que la personne voit le message, va augmenter la sensibilité au niveau donc, de sa partie visuelle. Donc, dans les messages qu'on doit délivrer, il faut toujours faire attention à ça. Donc, sinon, on doit avoir un message. Des fois aussi, on doit délivrer un message. Il y a tous les couches qui sont là. Donc, je n'ai pas de visuel comme ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ce que je suis en train de faire, je suis en train de créer des images. Donc, la personne c'est lui qui va maintenant créer ce qu'on appelle les images du moment qu'il est visuel à partir de l'auditif pour essayer de créer cette autovisualisation de mon message. Donc, c'est ça. Comment y parvenir? Il faut tout simplement comprendre les types de profils que nous avons au sein de l'entreprise. Il y a des ateliers bien précis pour ça. Et quand on passe vers ces ateliers, maintenant, ça va nous permettre de savoir quel type de communication donc, on doit avoir. Donc, est-ce que tu as d'autres questions? Oui, donc, puisque nous avons un peu brossé la communication et vraiment, nous avons eu un aperçu beaucoup plus large sur comment adapter la communication face aux outils de la neuroscience. Donc, là, nous allons parvenir vers la démotivation, les facteurs de démotivation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu sur les facteurs de démotivation dans l'entreprise et comment faire face à cela? Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est très important. Ça, il faut toujours travailler avec nos collaborateurs pour qu'ils gardent cette cadence. C'est ce qui est le plus difficile. On peut être bon aujourd'hui, être félicité aujourd'hui, mais demain, on perd tout, on perd cette reconnaissance. Et ça, c'est pas en fait le collaborateur qui doit être dans cette posture de comprendre. Je suis démotivé. La personne peut être démotivée. S'il arrive à le souligner, dire que je suis démotivé, là, il n'y a pas de souci, on pourra aider la personne. Mais le plus grand danger, c'est quand la personne est démotivée et il le garde en interne. Donc là, tout est bloqué, la personne ne part plus, il n'a plus de faculté. Cette personne, s'il pouvait faire un chiffre d'affaires qui, avec donc nos attentes, dépasser les 90%, à un moment donné, on voit que la personne n'est plus même à 50% de ses capacités. Donc ça, c'est un gros problème. Donc la démotivation peut venir de beaucoup de facteurs. Donc, j'étais en train d'expliquer avec un ami, on parlait de la fatigue. Je lui dis, écoute, il ne faut pas aller parler seulement de fatigue. Il faut aller vers les causes. La fatigue, c'est quoi? C'est quoi les éléments qui font qu'aujourd'hui, on sent de la fatigue au sein de l'entreprise? Ce n'est pas des fatigues physiques qui fait que je ne peux pas bouger, je ne peux plus venir travailler, mais c'est une fatigue intellectuelle qui se passe ici, au niveau de la tête. Et cette fatigue intellectuelle est plus dangereuse parce que on n'est pas dans des usines. Donc, on va utiliser moins le physique que l'intellectuel. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est plus le cerveau. Donc, quand on est dans une usine, on est en train de travailler avec des facteurs de conditionnement obligatoires. C'est-à-dire, une personne qui est en train de faire un rangement, par exemple, son rôle, c'est quoi? C'est d'aller prendre donc, des caisses et de les ranger dans des étagères. Donc, cette personne, il y a un conditionnement qui l'oblige à suivre. Parce que s'il arrête, la machine part. Et la personne aura tout simplement à aller justifier cette manque. Les autres personnes seront à 50 caisses qu'ils ont pu ranger. Lui, il sera à 3 caisses qu'il a rangées. Donc, ça ne va pas arriver dans les usines, ce genre de cas. Pourquoi? Parce que la machine est là, la machine conditionne la personne.
Et nous, est-ce que dans nos entreprises aujourd'hui, là où on travaille avec l'intellectuel, là où on travaille avec le cerveau, est-ce que nous avons cette machine qui est là? Est-ce qu'on est capable de comprendre que j'ai besoin de cette machine qui alimente tout le temps mes collaborateurs en dopamine? Ils en ont et ils l'ont en constance, ils en ont une quantité suffisante. Est-ce que cette personne est bien alimentée en GABA sans pour autant qu'il va vers la relâche? Parce que ces neurotransmetteurs, ce sont eux qui, d'une autre manière, avec l'état de la personne, vont définir est-ce que cette personne va rester motivée ou bien est-ce que cette personne va être démotivée. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Il y a des facteurs qui sont là, comme la monotonie. Donc maintenant, dans les neurosciences, on a compris que la monotonie, c'est quelque chose de très dangereux au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, et le plus grave, c'est quoi? On est obligé d'être dans cette monotonie. On n'a pas le choix. Donc maintenant, comment il faut faire pour lier cette monotonie qu'on est obligé de vivre? C'est ce qu'on appelle le rythme hypnotique. La première fois que j'ai découvert le rythme hypnotique, c'était quand j'ai lu Napoléon Hill. Et c'est très important. La monotonie est là. C'est-à-dire la personne, tous les jours, fait la même chose. Il ne va plus vers ce qu'on appelle l'analyse, mais la personne va faire appel au réflexe. Donc, la personne va devenir en quelque sorte robotique. On nous demande tout le temps de ne pas être robotique et on nous demande d'exécuter des tâches qui nous poussent à être robotique. C'est-à-dire, nous-mêmes qui demandons à nos collaborateurs de ne pas être robotiques, on leur pousse à être robotique d'une autre manière. Donc, la monotonie est un des facteurs qui pousse la personne à être fatiguée au fil du temps. Je vais vous expliquer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à cela alors? Donc, il faut créer… Quelle est la solution en fait? Oui, il faut créer ce qu'on appelle les notions de promesses. Il faut créer ce qu'on appelle… la promesse au niveau de l'entreprise, c'est quoi? C'est essayer de permettre à la personne à chaque fois d'aller plus loin. La personne, on va jouer avec lui par rapport à sa créativité. Pour jouer avec la personne, pour activer sa innocence, donc qui joue dans sa créativité, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir faire confiance à la personne. Donc, quand on a ce degré de confiance, il faut vraiment savoir signifier son niveau de confiance avec la personne. Donc, il y a toutes les astuces qu'il faut faire. Une personne qui doit te transmettre un mail et qu'il sait que ce mail doit être transmis à ton boss. Donc, pour permettre à cette personne vraiment il ne faut pas dire à la personne tu es démotivé ou bien venir dire à la personne tu dois être autonome. Non, 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 ce n'est pas ça. Il faut pousser la personne à être autonome. Je ne vous demande pas de manipuler les gens, mais je vous dis juste qu'il faut savoir influencer. Parce que le manager, c'est quelqu'un qui sait influencer les gens. Donc, il faut pousser la personne à être monotone. Donc, un mail qui doit être acheminé et que toi, tu dois envoyer à ton boss. Donc, ce qui va se faire, c'est quoi? Donc, tu demandes à la personne d'envoyer le mail directement. C'est des petites astuces qui vont permettre de montrer à la personne qu'on a vraiment confiance. Donc, signifier son niveau de confiance, mais sans pour autant arrêter la vérification. Il faut toujours faire savoir à la personne que j'ai l'œil ouvert de ce que tu fais. Tant que c'est bien fait, il n'y aura pas de feedback. Et lui faire comprendre que, vas-y, il faut savoir prendre des risques. C'est toi le maître, c'est toi le chef. Moi, je te fais confiance, c'est pourquoi tu es là. Quand tu as quelque chose à ajouter, il faut l'ajouter. Quand moi, ce que je dis, ça ne marche pas et que tu es sûr, garanti que ça peut amener en plus, il faut le faire. Donc, quand cette personne est dans cette optique d'aller voir toujours qu'est-ce que je peux ajouter de plus, cette personne ne sera jamais démotivée. Après, il y a d'autres choses, donc d'autres facteurs qui sont là, des problèmes qu'il faut régler au sein de l'entreprise, donc pour que les gens ne soient pas démotivés. Il y a quelque chose qui se passe que les gens n'ont pas compris. Donc, on demande on les appelle collaborateurs. C'est nos collaborateurs. On travaille ensemble. On travaille ensemble avec nos collaborateurs. Mais est-ce que, en fait, eux, ils se perçoivent comme étant des collaborateurs avec nous? Ça, c'est très important. Ou bien, eux, est-ce qu'ils sont seulement en business avec nous? Donc, si la personne ne se sent pas être vraiment un collaborateur avec nous, si la personne ne se sent pas important, donc, il y a quelque chose, il ne faut pas juger les personnes selon la manière dont nous, on perçoit les choses. Donc, moi, que je sois important, je sois une personne importante au niveau de l'entreprise ou pas, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que la personne, elle a besoin de se sentir importante ou pas? Donc, si
on arrive à travailler avec la personne, on y va avec la personne. C'est là qu'on va comprendre la personne. C'est pourquoi je disais dans les neurosciences, la nouvelle tendance, c'est comment accompagner la personne à pouvoir allier vie professionnelle et vie personnelle. On ne demande pas à la personne qui ne comprend pas quoi faire d'aller vers ce sens. Sinon, ça va créer un autre problème. Sinon, les gens vont être vers la relâche parce qu'il y a beaucoup de laisser-aller qu'on va voir. Mais si jamais le manager arrive à avoir cette confiance avec ses collaborateurs, arrive à les faire comprendre que tes problèmes sont mes problèmes. Mais écoute, chaque chose, on a une manière de gérer ça. Moi, je te dis, je ne suis pas indifférent de tes problèmes, de ta vie familiale, de ta vie personnelle. Non, je ne suis pas indifférent. Et il faut comprendre qu'il y a un mécanisme. Si la personne passe tous les jours 8 heures dans un endroit et il le fait pendant 5 jours d'affilée, donc cette personne appartient à cette couche. Cette personne appartient plus qu'à l'entreprise, qu'à la famille. Ça c'est des découvertes qui ont été faites récemment, mais vraiment, c'est un maillot qui est très, très important au niveau de la chaîne. Donc, si on fait comprendre à la personne que ses problèmes personnels sont mes problèmes à moi, mais quand même, on doit gérer aussi les problèmes professionnels. Et c'est là que tu vas pouvoir aider la personne à comprendre qu'il ne faut pas régler un problème par un problème. La personne peut aller régler un problème par un problème. C'est ce qu'on fait. Écoutez, je comprends ce que tu me dis, mais ça, c'est des problèmes de famille. Il faut vraiment tout faire pour que ce problème n'arrive pas au niveau de l'entreprise. Sinon, ça va t'affecter sur ton travail. Non, non, là, tu montres à la personne que moi, je m'en fous de ce que tu sens. Je m'en fous de tes problèmes, alors que la personne est là 8 heures avec toi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas réagir comme ça. Il faut accepter la personne. Il faut que la personne puisse aller vers les gènes. Il faut gêner la personne. Je ne vous demande pas de manipuler les gens, les collaborateurs. Oui, donc, M. Khan, à vous entendre parler, on sent nettement qu'il y a une relation entre neurosciences et performance. Est-ce que vous pouvez nous faire ce link-là entre ces deux? Oui, exactement. Vous savez, la performance, c'est ce que l'entreprise cherche. C'est ça. L'entreprise cherche tout simplement la performance parce que la performance, c'est ce qui va nous permettre d'aller vers la concrétisation, d'aller vers tout ce qu'on appelle le résultat final. Bon, chaque entreprise a sa manière de juger ça. Donc, eux, ils ont d'autres unités de mesure. Il y a un KPIs qui est là. Et ce que je vois le plus souvent aujourd'hui, c'est qu'on met en place des KPIs et on ne fait pas confiance à ces KPIs. Donc, alors que le KPI, c'est la seule unité de mesure qui va nous permettre de savoir tout simplement le profil exact, qui va nous permettre tout simplement de voir vraiment les vraies capacités de la personne. Parce qu'on n'a pas besoin seulement d'une seule capacité chez la personne. Donc, la performance, effectivement, donc, au niveau de l'entreprise, on va l'avoir donc, avec le temps. D'accord? Donc, on va aider la personne. Une fois qu'on comprend la personne, une fois qu'on sait que la personne pourra faire telle chose, ou la personne a besoin d'accompagnement pour faire telle chose, ou bien la personne a besoin d'accompagnement pour atteindre un tel niveau, c'est là qu'on va aller vers l'accompagnement. L'accompagnement, c'est quoi? C'est les formations. Donc, les gens ont besoin d'être formés. Donc, il y a 2 types de formations qu'on doit délivrer au niveau de l'entreprise. La première formation, c'est quoi? C'est la plus importante. C'est l'influence du manager. Donc, le manager, le responsable, le boss, ça dépend de comment vous l'appelez. Donc, lui, il est là pour influencer la personne. Donc, il est en train de guider la personne vers la marche à suivre. Donc, ça, c'est une formation que la personne reçoit. Et là, ça joue sur l'inconscient. Et ça, c'est la chose la plus importante. Donc, parce que la personne, il va regarder ce qui se passe au niveau de l'entreprise. Il va tout simplement voir c'est quoi les facteurs qui vont faire que moi, je vais être perçu comme étant quelqu'un de très efficace. Ou bien, c'est quoi les facteurs, c'est quoi les mesures qui vont s'apporter à ma personne parce qu'ils ont su que moi, je suis une personne qui n'est pas efficace. Donc, si la personne a devant lui des managers, des responsables, un environnement qui aide la personne à aller de l'avant, cette personne donc, suit une formation en quelque sorte, mais qui joue sur son inconscient. C'est son subconscient qui va aller maintenant définir effectivement, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je ne dois pas faire. Et je vous explique quelque chose. Il y a ce qu'on appelle les neurones miroirs qui sont très importants. Vous savez, les neurones miroirs, ils ont créé beaucoup de soucis parce qu'on les minimise en fait.
on ne pense pas qu'ils peuvent jouer aussi grand rôle. Vous savez que la personne, le cerveau de l'être humain, il est influencé par deux facteurs. Il y a le facteur interne et il y a le facteur externe. Donc, les facteurs externes, ça, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. Et les facteurs externes, les internes, ça, c'est ce qui vient de moi. Donc, ce qui vient de moi, très rarement, donc, peut toucher mon amygdale et autres. Non, c'est très rare que ça puisse toucher certaines parties de mon cerveau qui me mettront en colère, qui me mettront sous la rage. À chaque fois que la personne est dans ces états, ça veut dire que le cerveau de la personne est conditionné par un facteur qui vient de l'extérieur. Et ce facteur de l'extérieur, après, à un moment donné, va être ancré chez nous et il va devenir ce qu'on appelle des facteurs internes. Et si nos facteurs internes nous mettent à l'aise, donc là, on n'est plus bon. Là, on a perdu nos facultés. Là, on part tout simplement vers la riposte tout le temps. Donc, la première formation qu'on doit faire, qu'on doit apporter, c'est quoi? C'est ce que je dis, c'est l'influence du manager. C'est l'influence de l'environnement. L'environnement est en quelque sorte en train de former la personne pour que la personne puisse comprendre ce qu'il doit faire. Et l'autre, c'est d'autres formations, les montées en compétences. C'est pourquoi, des fois, c'est vraiment très important de faire appel à quelqu'un de l'extérieur qui puisse délivrer une formation. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, la personne a besoin d'activer chez lui la partie qui lui fait dire « Hey, cette personne est neutre ». Donc, une fois que la personne arrive à avoir la neutralité chez la personne qui est là devant lui, il va accepter d'une autre manière la formation qu'il est en train de recevoir. Donc, c'est pourquoi très souvent, on fait appel à des gens qui sont issus de l'extérieur pour faire passer ces formations. Donc, pour avoir la performance, c'est ça. Il faut que les gens soient bien formés, d'accord? Il faut qu'ils soient tout le temps motivés. Il ne faut pas aller vers la diminution de la dopamine de nos collaborateurs. Et c'est ce qui se passe toujours. On ne doit pas les juger. Il faut qu'ils comprennent qu'eux, ils font partie de l'entreprise. Ça, c'est très important. Donc, si les gens sont très à l'aise, on nous dit oui, il faut que la personne soit épanouie pour être performant. Il faut que la personne soit épanouie pour être efficace. Et on ne verra jamais l'épanouissement. On le sait toujours. Parce que si on essaie d'instaurer l'épanouissement et qu'on ne sait pas c'est quoi les canaux à utiliser, par quel chemin passer, on va créer une relâche au sein de l'entreprise. Donc, la performance au niveau de l'entreprise, on peut l'avoir, on pourra le mesurer, mais il y a des facteurs qui vont apporter cette performance. Est-ce que mes collaborateurs sont bien formés? Est-ce que mes collaborateurs sont à l'aise? Est-ce qu'ils ont cet amour de venir faire ce travail? Est-ce qu'ils sont là pour m'aider ou bien est-ce qu'ils sont là pour leur propre business et partir? Si les collaborateurs sont là en mode business, là, c'est mort, là, on peut oublier la performance. La performance au sein de l'entreprise ne doit pas être temporaire. Ça doit être continu. Ça doit être, il faut qu'on arrive à travailler sur l'endurance intellectuelle de nos collaborateurs. Si on a cette endurance qui est continue, je dis qui est inscrite sur la durée, on peut avoir une performance qui est là par rapport à un cas, par rapport à un problème, par rapport à une tâche, la personne peut être performante, mais demain, il est dans la démotivation. Ça, ce n'est pas une performance de l'entreprise. Ça va créer beaucoup plus de problèmes. Donc maintenant, si on avait anticipé tout ça, donc là, les gens, les collaborateurs, ils seraient dans cette performance continue qui est vraiment inscrite sur la durée. Et pour que ça soit continu, il faut vraiment que l'environnement, il soit dans l'environnement qu'il faut. Il faut vraiment qu'il soit à l'aise. Il faut qu'il soit tout le temps alimenté d'énergie positive quand ils viennent au niveau de l'entreprise. Mais il ne faut pas qu'ils aient des préjugés déjà venant d'eux-mêmes vis-à-vis de l'entreprise. S'ils ne savent pas porter le flambeau de l'entreprise, sachez qu'ils sont en mode business. Et quand tes collaborateurs sont avec toi en mode business, ben, il faut rien d'attendre d'eux. Donc, j'essaie de combattre donc, tout simplement mes réponses parce que le temps ne le permet pas. Donc, je pense que j'ai répondu un peu à tes questions. Je ne sais pas comment tu es venu dans un webinaire, tu ne me laisses pas parler et tu viens avec tes questions. Mais c'est bon, si tu as d'autres questions, je peux répondre. Donc, moi, je vais venir avec une question d'une personne sur Facebook. Lui, il demande comment identifier les profils dans l'entreprise et quels sont ces profils. Oui, d'accord. Donc, c'est ce que j'ai dit. Envoyé au groupe aussi.
Ok, ok. Donc, c'est ce que j'appelle. Donc, il y a des ateliers qu'il faut faire pour comprendre les types de profils. C'est un peu large, que c'est très compliqué de développer. Peut-être après, il y a un petit atelier que je vais envoyer donc, voilà, aux dirigeants donc, voilà, qui vont transmettre aux personnes qui sont intéressées. Donc, donc, déjà, il faut maîtriser ce qu'on appelle. La première des choses à maîtriser, c'est quoi? C'est dans la communication. Donc, quel type de profil que j'ai? Je vais aller chercher dans son body language. Je vais aller chercher quel feedback il a après avoir reçu mon message. Donc, c'est là c'est la porte d'entrée. C'est là qu'on va comprendre. Après, on va faire des ateliers. Donc, il y a des ateliers qui vont permettre de définir comment la personne reçoit son message. Est-ce que la personne a vraiment besoin? Donc, suite à des questions-réponses qu'on met, par exemple, c'est la même chose quand je donne mes formations en télévente. Je vais jamais parler de sans casse, des choses que les gens comprennent déjà. Je parle jamais de ça. Moi, je viens après, une fois qu'on aura maîtrisé ce terme technique, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je vais t'expliquer ce qu'il doit faire. Je vais vous dire, OK, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je vais aller vers la pratique surtout. Donc, dans le questionnement de la personne, donc, j'étais avec un ami, donc on devait faire une formation. C'était prévu pour que ça prenne, je pense, une semaine pour ses collaborateurs parce que lui, il faisait de la vente. Moi, je lui dis non, on n'a pas besoin d'une semaine. Non. Écoute, moi, 4 heures en séminaire, ils deviennent des top vendeurs. Ils connaissent déjà, ils ont déjà la base. Donc, je vais leur apprendre, quand ils parlent avec la personne, une fois qu'ils vont aller vers le questionnement, les types de questions à poser qui va nous permettre de savoir. Je vous explique. Une personne, des fois, on commence à parler avec une personne au téléphone, je donne au téléphone. Déjà, ce que je fais dans ce genre de cas, j'élimine tout ce qui est facteur physique. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend à comprendre. Par exemple, quand on fait de la vente en ligne ou quand on fait de la prospection, alors que ça c'est plus du côté physique, mais ce n'est pas vraiment du côté intellectuel. Donc, nous, ce qu'on doit travailler, c'est quoi? C'est tout ce qui touche à l'audit. Donc, on doit travailler. Quand je parle, ça va où? Ça va chez la personne. Je travaille l'auditif de la personne. Donc, je n'ai pas de visuel devant moi. Donc, il y a des éléments qui touchent le visuel, on doit l'éliminer. Donc, tout ce qu'on doit avoir comme élément, c'est des éléments qui touchent l'auditif de la personne. Donc, quand moi, je pars dans ces formations, ce que je fais, c'est très simple. Des séminaires de 4 heures, 72 heures après, des feedbacks incroyables. Des gens qui étaient là, qui étaient timides au niveau de l'entreprise et qu'eux, ils n'ont pas vraiment la possibilité, ils ne sont pas compris. On les prend pour des gens qui ne veulent pas exceller, on les prend pour des gens qui ne veulent pas apporter, qui n'ont pas de valeur ajoutée au niveau de l'entreprise, mais ces personnes sont tout simplement timides. Moi, je donne des ateliers pratiques, des ateliers pratiques. Quand on parle avec la personne, il faut savoir d'abord apprécier quelque chose chez la personne. Quand on apprécie quelque chose chez la personne, ça peut être des appréciations très simples. Ben vraiment, je suis très content de tout ce temps que vous m'accordez, même si la personne vous a accordé 2 minutes. Et on écoute le feedback. Donc, c'est à partir de ces 3-4 feedbacks qu'on reçoit chez la personne, on va savoir que cette personne est timide. Et quand la personne est timide, donc je vais aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cette timidité. Je vais centrer mes questions d'abord vers les questions qui vont me permettre de ne pas avoir un non. Ben, comme moi aussi, moi ça m'est différent. Moi j'aime plus travailler avec ceux qui démarrent avec des noms ou bien des gens qui sont en colère. Donc, quand j'étais, moi dans la vente, c'est comme ça que je fais. Hein. Il y a mon ami qui me dit, comment tu fais pour gérer, tu concrétises plus avec des personnes qui sont en colère. Je dis, oui, parce qu'ils sont faibles. Ils n'ont plus leur faculté. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, chez la personne qui est timide, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que cette personne a besoin d'être accompagnée pour que je puisse concrétiser avec lui? Est-ce que cette personne a besoin d'être écoutée? Il y a 2 types de personnes. Si tu les écoutes pour concrétiser, tu ne vas pas concrétiser. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour travailler cette induction? On doit induire la personne vers le sens dont on a besoin qu'il aille. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'induction dans la communication. Donc, on doit savoir, c'est quoi les questions que je dois poser pour éliminer la partie du cerveau de la personne qui le mène vers la réponse. Parce que tant que cette partie de la personne, du cerveau de la personne est active,
j'aurai toujours des ripostes et je serai jamais concret dans ce que je veux faire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller vers un questionnement, donc qui va me permettre d'avoir, est-ce que j'ai des oui ou bien est-ce que j'ai des interjections? Si j'ai des interjections comme oui, la personne sourit un peu, là, c'est là que je lis que non, j'ai quelqu'un de timide devant moi. Mais cette timidité n'est pas, ne cache pas en dessous de l'agressivité. Mais quand la personne ne dit rien, il n'y a pas de feedback, il n'y a rien. Donc, il faut faire attention. Cette personne est timide, mais il faut vraiment centrer la communication vers ce qu'on appelle la neutralité neurosynaptique. Donc, c'est des ateliers très compliqués, donc très, très, très loin. Donc, j'aurais vraiment bien aimé partager ça, mais avec le temps, je pense que ça devait me prendre normalement, ça devait me prendre beaucoup de temps. Ça devait me prendre 45 minutes que j'avais que j'avais prévu tout simplement pour ces ateliers. Mais malheureusement, comme j'ai dit, j'ai privé aux gens de l'hôtel de se connecter à Internet. Donc, M. Khan, est-ce que vous pouvez un peu revenir? Parce qu'il y a quelques-uns de vos collègues qui nous signalent qu'ici, là, que vous êtes très performant dans les techniques de vente. Est-ce qu'il y a quelque chose, un link entre les neurosciences et les techniques de vente? Ou bien, comment faites-vous pour exceller dans ce domaine-là? Oui, c'est très important. Ben, là, tu m'amènes dans les techniques de vente. Je ne sais pas comment tu es venu dans ce webinaire, tu as tout chamboulé là. Ben, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, les techniques de vente, c'est les mêmes techniques que nous avions. Hein. Mais vous savez, il y a l'humain. Le problème qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas l'humain. On va pas parler avec l'humain. Nous, on va parler tout simplement avec un client. Le client, derrière, c'est un humain. C'est ce que je disais à un de mes amis. Il travaille avec un des opérateurs. Je lui dis, il y a un cycle de vie que tu dois comprendre. Si tu ne comprends pas ce cycle de vie, tes clients ne seront jamais satisfaits. Je lui dis, déjà, on ne parle pas de fidélisation parce qu'on parlait des clients qui partent. Je lui dis, là, on ne parle pas de fidélisation, mais on parle de rétention. Je lui dis, il y a tout un processus que j'appelle le cercle de Faylas. Il y a tout un processus qui fait qu'on doit quitter la rétention pour venir vers la fidélisation. Et ça, ces pratiques et techniques, ils sont vraiment valables pour que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau des clients, que ce soit chez nous dans notre vie familiale. Il faut vraiment suivre ce cycle de vie. Donc, le client, quand on va parler avec le client, on va aller vers la prospection. Donc, la prospection, c'est quoi? On va découvrir quelque chose qu'on n'a jamais connu. Donc, on a ce qu'on appelle la vue d'ensemble. Donc, la vue d'ensemble, c'est quoi? La vue d'ensemble, c'est on a préparé des formations, on nous a préparé, OK, quand vous allez rencontrer des personnes qui vont répondre ça, et nous, on a beaucoup de bagages, mais cette bagage nous pousse à beaucoup de perturbations. On est perturbé. Une fois, il y a quelque chose qui se glisse dans la chaîne que nous, on n'a pas reçu l'information, on se perd. Donc, je lui ai dit, vous, votre problème, c'est quoi? Donc, le client, il devient un prospect, il est un prospect. D'accord? Il n'est pas encore un client. Quand il est un prospect, il y a un mécanisme à suivre chez la personne. La manière, comment entrer en contact avec la personne, comment motiver, c'est quoi les 3 facteurs qui font que la personne sera dans cette motivation pour rester en communication avec lui. Parce que si cette personne ne reste pas dans la communication avec toi, tu ne pourras rien concrétiser. Donc, c'est là qu'il faut aller déclencher les éléments qui vont faire que la personne sera là, qui vont faire que la personne sera avec moi. Donc, j'ai parlé d'un point que j'ai floré, qui est très important. Il faut toujours savoir apprécier quelque chose, c'est la personne au début. Ça dépend. N'importe quelle appréciation. Donc, toute appréciation qu'on fait chez la personne, on active la partie dont je parlais du cerveau de la personne qui fait que la personne soit à l'aise. Et plus qu'on active cette personne, qui fait que cette partie du cerveau de la personne qui fait que la personne est plus à l'aise, plus on affaiblit la partie négative de la personne, que moi, je prends comme étant négatif, parce que la personne il n'est plus dans ce que je veux. Donc, certains l'appellent des techniques de manipulation. Moi, je ne l'appelle pas ainsi, parce que dans tout ce qu'on fait, on doit être honnête. Je dis tout le temps, je dis, écoute, quand tu es là en train de proposer un service, quand tu es là en train de vendre un service, la première des choses, c'est quoi? Est-ce que si c'était moi,
j'aurais quitté le service que j'ai pour aller vers ce service. Si tu as le oui, va proposer ça. Parce qu'il y a quelque chose, moi je suis très spirituel, hein, donc je suis très lié à ça, je suis vraiment très, très spirituel. Donc, c'est des valeurs que moi, j'applique dans tout ce que je fais. Donc, si vraiment le service que je propose, si c'était moi, est-ce que j'allais accepter ce service? Donc, c'est ça qu'on appelle l'honnêteté. Donc, une fois que j'ai le oui, et le deuxième oui, c'est est-ce que le service que je propose à la personne, est-ce que c'est mieux que le service que la personne a présentement? Si j'ai ces deux oui, là, on va attaquer. Là, tout ce qu'on va utiliser comme technique, on ne va plus parler de manipulation. Donc, on apprécie quelque chose, c'est la personne. Et d'autres techniques, c'est quoi? C'est ne pas prendre un non par un non. Il y a un non qui n'est pas un non, mais qui est un oui. Qu'est-ce que j'appelle un non qui est un oui? C'est quand tu essaies de proposer quelque chose à un prospect et que la personne te répond non, mais il te répond non parce qu'il dit non, parce qu'il ne sait pas qu'il a besoin de la chose, parce qu'il dit non tout simplement parce qu'il a juste envie de dire non. Parce qu'il dit non, parce qu'il n'a pas de temps, parce qu'il dit non, parce qu'il n'est pas intéressé à ce qu'on est en train de dire à la personne. On ne doit pas prendre ce non comme étant un non. Ce non, soit on le prend pour un oui, pour changer la manière dont je véhicule mon message. J'avais fait le dernier séminaire que j'avais fait en ligne, c'était quoi? La force de la répétition. Nous, ce qu'on nous a appris dans la télévente, c'est quoi? On nous a appris que quand on fait une proposition, on le fait une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas, on laisse. Oui, si on le fait trois fois, normalement, on doit avoir quelque chose. Avant de faire la proposition, il y a d'autres éléments qui viennent avant la proposition. Il faut préparer la personne depuis l'accueil, si c'est toi qui reçois, ou bien depuis de signaler ton satisfaction par rapport à l'accueil qu'on vous a donné. Là, on parle de l'appréciation. Donc, il faut savoir aussi quand est-ce qu'il faut démarrer cette appréciation. On doit démarrer l'appréciation si c'est nous qui sommes à la demande à que la personne accepte. C'est là qu'on doit démarrer l'appréciation. Et après, l'appréciation va venir en troisième position si c'est nous qui acceptons, si il y a quelqu'un qui demande et que c'est nous qui recevons le message. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller vers l'écoute. C'est là qu'on parlait de l'écoute active. C'est là qu'on doit écouter la personne et regarder, est-ce qu'il est en train d'imager ce qu'il dit? Est-ce que la personne est en train de nous parler d'image quand il nous parle de ses besoins? Cette personne, on doit aller préparer ce qu'on appelle le visuel. Si on a la possibilité d'avoir un visuel, donc il faut préparer un visuel pour cette personne qu'on doit consulter tout de suite avec lui à chaud. Donc, parce que cette personne, il est en train d'imager ce qu'il est en train de faire. J'ai lu un feedback, hein, c'est ce qui m'a déconcentré un peu. Donc, on doit imager ce qu'on est en train de dire avec la personne. Deuxièmement, c'est quoi? Si la personne n'a pas besoin que ce qu'on dit est imagé, on va prendre l'énergie qu'on devait concentrer sur la partie image qu'on devait créer pour la personne, aller le coller, aller l'ajouter, le marier avec un des pions que nous avons, qu'on doit lancer, qu'on doit placer à cette personne pour aller tout simplement aller avec lui dans cette bataille pour le terrasser. C'est comme ça qu'on le disait. Hein. On était très fort. Oui, ils ont raison. Moi, je suis... moi, je vais revenir un peu sur... Parce que là, je suis en même temps sur Facebook. Il y a Ahmad qui demande si la vente forcée face à des clients en désarroi, est-ce une bonne pratique? Bon, là, je pense... Est-ce qu'on peut parler ici de vente forcée ou bien quelle est l'expression qu'on doit utiliser? Oui, en fait, quand on dit vente forcée, c'est là dont je parlais tout à l'heure. Quand on essaie réellement, c'est une vente forcée. Oui, exactement. Oui, il y a une vente forcée. Quand est-ce qu'on doit parler de vente forcée et quand est-ce qu'on ne doit pas parler de vente forcée? Ça, il faut le comprendre. C'est ça que je disais. Moi, je suis très spirituel et on m'a appris ça dans les formations. Tous les grands, ils ont compris ça. Ils ont compris qu'il faut être honnête. Quand on essaie de proposer quelque chose à une personne et qu'on a ces deux oui dont je vous parlais, c'est pourquoi il faut aller vers une découverte qui est assez large, vers un questionnement qui est assez large, pour comprendre la personne, savoir les réels besoins de la personne. Donc, si la personne vraiment, vraiment a besoin de ce qu'on lui propose et que c'est mieux que ce que la personne a, et que si on concrétise cette vente, ça va rendre
ça va rendre service à cette personne. Là, on ne parle plus de vente forcée. Donc, moi, mon plus grand formateur qui m'a formé dans la vente, ce qu'il m'a fait comprendre, c'est qu'il m'a dit, tout dans la vie est vente. Il m'a dit, tu vends des services, tu te vends à ta femme, tu te vends à tes enfants, tu te vends à tes amis, tu te vends, tu te vends, tu te vends. Donc, des fois, il faut aller… Pourquoi on parle d'agressivité commerciale? À un moment donné, une fois qu'on va vers des niveaux plus élevés dans la vente, des fois, on parle d'agressivité commerciale. Donc, on n'avait pas compris c'est quoi les bons termes, mais c'est ce que je parlais tantôt de neutraliser le cerveau de la personne sur la partie où on va trouver le non. Donc, si on fait une bonne découverte et qu'on sait que cette personne n'a pas besoin des services qu'on est en train de lui proposer, je vais donner un exemple qui est terre à terre, que tout le monde va comprendre. Donc, les gens, ce qu'on vend ici, on est au Maroc, la majeure partie, c'est la vente avec les opérateurs, les forfaits mobiles, tout ça. Donc, j'ai devant moi un client, un prospect. Lui, il paye par exemple $25 chez l'autre opérateur pour un service. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de gigs, il paye $25 par exemple pour 40 gigas d'Internet chez lui ou bien 40 gigas d'Internet sur son cellulaire. Moi, j'ai un forfait qui coûte par exemple $15 et qui donne par exemple la même chose à la personne. Donc, moi, ce que je vais voir, c'est quoi? Est-ce que cette personne, je vais déranger son confort? Si je dérange le confort de la personne sur le service que je vais lui proposer, donc je vais respecter ça. Donc, je vais aller voir le confort de la personne. Parce que ça, il faut le savoir, c'est quelque chose de très important. Si je ne dérange pas le confort de la personne, si je n'enlève pas ses habitudes d'utilisation, ses habitudes de consommation, si je ne le dérange pas, donc je n'ai pas de mal et que j'ai un meilleur prix, donc là, j'ai les 3 facteurs qui sont regroupés. Donc, moi, ce que je vais proposer chez la personne est meilleur pour lui. Là, on ne parle plus de vente forcée. Là, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller avec lui, je vais aller vers ce qu'on appelle la personne n'est pas sensible à ce qui se passe. La personne ne comprend pas ce qui se passe. C'est ce que je disais tantôt. La personne peut te dire un non qui n'est pas un non. Il y a un non qu'on peut prendre pour un oui. La personne peut te dire non, j'en ai pas besoin. Si à chaque fois que tu essaies de faire une vente et que tu as un non, tu laisses tomber, mais quand est-ce que tu vas faire des ventes? Mais c'est impossible. La personne te dit non parce que c'est un non franc, parce que toi-même, d'après ta découverte, tu sais que la personne n'a pas besoin de ça. Ben, écoutez, il faut être honnête avec cette personne. Il faut essayer de passer à autre chose, sinon on ne parle plus de vente forcément, on parle d'arnaque en quelque sorte. Maintenant, si j'ai ces 3 facteurs qui sont là, j'ai ces 3 oui qui sont là, il n'y a pas de problème pour aller avec lui. Répétez le message 3 fois. Le problème qui se pose, c'est quoi? Donc, on nous demande de répéter, de faire la proposition 3 fois. Si on dit à la personne, je vais vous donner un exemple. Non, madame, moi, je vous propose un forfait qui coûte 15 €. Le client te dit, non, je n'ai pas besoin de ce forfait. On répète encore. Non, madame, vous ne m'avez pas bien entendu. Mon forfait coûte 15 € pour 4 gigs. Dit, non, monsieur, je n'ai pas bien entendu. On répète encore. Non, mon forfait, vous payez tel montant, tel montant. Mon forfait coûte 15 € pour 4 gigs. Mais là, on ne parle pas de force de répétition. Là, il y a un problème. Et malheureusement, c'est ce qu'on nous demande de faire. Là, tu n'as pas fait 3 propositions. Là, tu as fait une seule proposition. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant quand on nous demande quand on demande de proposer la chose 3 fois? Là, je vous donne des choses pratiques. Toute personne qui est capable d'appliquer ça, c'est très facile. Il va doubler ses ventes fois 3. Ça, je vous le garantis. Une fois, on arrive à parler du coût, c'est-à-dire, on lui dit le forfait, il coûte tel. Donc, ça fait combien d'économies? Ça fait 15 € d'économie. La personne a reçu les 15 € exactement. Il n'a pas compris qu'il est en train de faire des économies. Là, on va aller réveiller la personne. On va changer la manière de transmettre le message. On ne va plus parler de 15 €. On va faire une deuxième proposition. Effectivement, on va lui proposer ce forfait qui coûte 15 € pour 4 gigs, mais on va changer. On ne va pas lui redire la même chose. On va maintenant aller parler vers ses bénéfices concrets. On ne va pas aller parler de 15 € par rapport à son forfait, mais on va parler d'économie.
Madame, moi, ce que je vous propose, c'est de faire des économies de tel. Est-ce que pour vous, faire des économies, là, on part vers un questionnement, le client ne te dira jamais non. Il va t'ouvrir une porte, c'est-à-dire il va te donner des réponses comme « oui, je sais ». C'est là qu'on va maintenant, c'est là qu'on part vers la manipulation. Ça, on va passer, c'est malhonnête de dire ça en ligne comme ça. Mais une fois que la personne a mal compris le premier message 15 €, deuxièmement, on ne va pas lui redire la même chose. On va aller lui faire comprendre les bénéfices, les économies qu'il va faire. Et deuxièmement, si on part des économies, maintenant, on va aller prendre le prix qu'on avait donné, qui est les 15 €. On va mettre l'économie et on va maintenant venir du confort de la personne. Parce que la personne, des fois, il a peur. Quand on parle avec un client, il y a un moment de silence. Je sais que la personne est en train d'analyser. Je sais que la personne a peur de quelque chose. Si on ne revient pas vers le questionnement, c'est ce que je disais, j'ai dit à un de mes amis, je lui dis, le problème que tu as, la formation que tu as proposée à tes agents, là ça peut rien concrétiser. Le questionnement, il doit être proactif, rétroactif, il doit suivre le client. Durant tout le cycle de contact que nous avons avec le client, le questionnement doit revenir, doit changer. Quand on parle avec une personne, on donne les 3 propositions, il a un moment de silence, ou bien la personne est en train de me répondre la même chose, mais du plus non, mais il change la manière dont je parle. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer de manière de, dire, de transmettre le message. Si on donne ces 3 facteurs… Est-ce que je peux revenir, M. Khan? Oui. Donc, oui. en fait, Ahmad, lui, il veut savoir, est-ce que cette vente forcée est une bonne pratique? Est-ce que cette vente est une bonne pratique? Il y a aussi Maître Ashraf. Excusez-moi, messieurs, excusez-moi, j'ai besoin un petit peu de mettre un petit peu de l'ordre ici. Là, je vois que, alors que M. Tierno est en train de prendre les appels ou les questions de Facebook, alors que nous avons déjà des questions un petit peu de la part de Zoom. Alors, j'ai 2 questions et il y a quelqu'un qui… Voilà, c'est Mme Aziza qui souhaite intervenir. Je vais lui donner la parole pour qu'elle pose sa question de façon directe. Oui, Mme Aziza, vous avez, Oui. vous avez la main. Ah. Oui, bonjour, Monsieur Rossi, bonjour, Monsieur Khan, c'est ça? Oui. C'est ça, oui, c'est Monsieur Khan, oui, effectivement. Voilà, je vous remercie pour cette présentation très complète, très riche et qui porte sur un sujet qui nous concerne tous et qui traite la communication, que, comme vous l'avez très bien défini, qui a une composante inhérente à tous les domaines, donc elle touche à tous les domaines. Et vous avez très, très bien expliqué justement le feedback. J'ai quelques petits compléments, si vous le permettez, qui représentent des mots-clés. Et bien sûr que vous avez très, très bien défini tout à l'heure. Donc, quand on parle de communication interne au sein d'une entreprise, bien sûr, on est en train de parler si on veut réduire le champ de la communication, je vais le réduire entre 2 personnes. Il y a 2 protagonistes majeurs, à savoir l'émetteur et le récepteur, à l'instar du schéma de communication de Jacobson. Oui. Donc, pour qu'une communication soit efficace et qu'elle réussisse, comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, il faut qu'il y ait un respect de plusieurs composantes, à savoir la prise en compte de la voix, le ton, le débit, la gestuelle, l'expression de visage, la communication non verbale, la culture pour éviter le choc culturel. Et donc, quand on travaille au sein d'une entreprise, on n'est pas forcément originaire du même pays ou bien on ne fait pas partie on n'a pas la même religion, on n'a pas la même culture, bien que dans la même culture, il y a plusieurs cultures. Bon, ça, c'est pas notre sujet. Donc, beaucoup de facteurs devraient être pris en compte, le contexte, la situation, et donc tout cela, vous l'avez si bien défini tout à l'heure, pour réaliser le feedback. Donc, le mot-clé que je souhaite rajouter, c'est le consensus. Donc, pour qu'il y ait une communication efficace, les 2 protagonistes doivent réaliser le consensus. Sans le consensus, rien ne va et donc la communication va aboutir à l'échec. Donc, c'est juste un point que je souhaite rajouter. En français, c'est la rétroaction, donc le retour. Donc, ça, c'est pour cette première question. Donc, aussi, un autre mot-clé que vous avez cité, je vous en remercie, c'est la perception.
Donc, avec le feedback, avec cette rétroaction, avec ce consensus, là, tout se joue sur la perception des choses. Donc, chacun de nous perçoit la réalité à sa manière. Et donc, pour mesurer effectivement l'outil qui nous permet, ou bien l'indice qui nous permet de savoir si notre communication a réussi, elle a été efficace, c'est justement qu'on puisse déceler ou bien voilà, définir cette perception. On est dans la même perspective. Le deuxième point, vous avez mentionné à un certain moment, vous avez parlé des personnes qui ne s'expriment pas. Il y a des personnes qui vont s'exprimer clairement, d'autres qui ne sont pas claires. Toujours, c'est le chef hiérarchique qui devrait aller vers l'autre. Et je veux revenir sur cette question. Mais il y a des personnes qui ne vont pas s'exprimer. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont peur, ou bien parce qu'ils n'ont rien à dire, ou bien parce qu'ils ont attrapé l'aphasie. Mais il y a des personnes qui vont garder le silence parce qu'avec ce silence, ils marquent l'adhésion. Ils sont tout à fait d'accord avec ce qui se dit. Et donc là, si je le dis, c'est à l'instar de Paul Watzlawick dans son livre qui s'intitule « On ne peut pas communiquer ». Et donc pour lui, tout est communication, même le silence, c'est une forme de communication qui exprime l'adhésion. Donc, le mot-clé, c'est juste le silence. Hein. Je parle du silence qui exprime l'adhésion. Troisième point, rapidement, quand on parle du travail d'équipe, bien sûr, il y a toujours un leader. Mais le leader peut ne pas être le chef hiérarchique. Donc, moi, ce que je souhaite faire passer comme message, le leader, d'ailleurs, personne n'est indispensable dans une société. Pour réussir ensemble, le vrai leader, bien sûr, le leader, le propriétaire ou bien le chef hiérarchique doit faire comprendre à toute son équipe, le leader, c'est celui qui va sauver l'entreprise. C'est celui qui va proposer des solutions, peut-être qui va, à côté des autres collaborateurs, créer des choses, inventer des choses, mais qui va de toute façon sauver la situation parce que tous, ils ont une cible commune. Donc, ils doivent, le vrai leader, c'est celui qui va s'inscrire et inscrire son équipe dans une dynamique de groupe, là où la cible devrait être commune. Soit on réussit tous ensemble, soit on va tous échouer. Donc, le mot-clé par rapport à ce troisième point, c'est le rôle du leadership et sa manière de motiver son équipe. Alors, pour que ce leader puisse avancer et réussir avec son équipe, il doit déléguer. Il doit déléguer les tâches, comme vous l'avez si bien expliqué tout à l'heure. Il ne devrait pas se contenter à donner que des directives. Non, il doit responsabiliser, il doit déléguer, il doit dispatcher les tâches et les rôles, mais aussi il doit savoir reconnaître le travail d'autrui et le remercier en public. Et donc, on a tendance à entendre le chef hiérarchique devrait, le chef hiérarchique doit faire, le chef hiérarchique doit motiver. Mais qu'en est-il de lui-même? Donc, l'importance de la formation continue est de taille. C'est joue un rôle important. Ce que j'aimerais rajouter, que ce soit le chef hiérarchique, le leader et toute l'équipe, ils doivent tous suivre des formations continues parce que nous vivons dans un monde de télécom qui est obsolète. Mais sinon, je vous remercie infiniment de m'avoir permis et de m'avoir accordé l'occasion pour donner ces petits compléments. Et je suis ravie et je vous remercie encore une fois. Voilà. Je vous cède la parole, monsieur. Merci beaucoup. Commentaire, monsieur Khan? Oui, c'est effectivement ce qu'elle vient de dire, c'est très, très important. Juste que on a été un peu fauché depuis le début. Hein. Donc, normalement, l'optique, c'était de signifier certains outils de la neuroscience, des neurosciences. Mais malheureusement, avec Khan, je ne sais pas d'où est-ce qu'il est venu avec boom des questions qui a un peu orienté le débat. Mais quand même, ça ne sort pas parce que ça nous permet d'avoir des mécanismes. Donc, ce qu'elle a expliqué, effectivement, c'est ce dont je parlais.
Mais moi, comme je parlais des neurosciences, j'étais plus dans vraiment les techniques à appliquer vers comment aller pour avoir tout simplement ces feedbacks très importants. C'est quoi le rôle du leadership dont elle a parlé tout à l'heure. Donc, le leadership, il y a beaucoup d'éléments qui sont là. Donc, il y a ce qu'on appelle les 3 niveaux du leadership dans l'entreprise, c'est-à-dire le leader environnemental, c'est-à-dire dont je parlais des neurones miroirs qui vont intervenir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ici au Maroc, là où on a beaucoup plus de personnes qui travaillent, c'est-à-dire là où il y a la majeure partie des gens qui travaillent ici au Maroc, c'est les centres d'appel. Je ne sais pas si vous voyez que on demande tout le temps aux gens de arrêter vos téléphones, fermer les téléphones, et on est en train de se répéter. Là, ce qui se passe, on va vers la souffrance. Et c'est dommage de voir que les managers sont en train de s'ouvrir par rapport à ce qui se passe. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'elle a mentionné. Donc, le leadership, il est là pour quoi? Pour influencer les personnes. Et c'est là qu'on va comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce leadership est là. C'est quoi l'effet que ça fait chez la personne pour qu'il puisse avoir cette posture? C'est quoi l'effet que ça fait pour que cette personne puisse avoir ce comportement? Malheureusement, c'est ce qu'on ne comprend pas. Donc, il y a 3 niveaux d'influence que nous avons. Le leader, son rôle, c'est très simple. C'est quoi? C'est d'influencer les personnes. Il doit les influencer par rapport aux 2 facteurs dont je te parlais tout à l'heure, par rapport à son comportement, par rapport à la manière dont il travaille, par rapport à sa présence, comment il est. Donc, le leader, c'est tout simplement son rôle. Quand on parle de leadership, c'est quand ces éléments sortent, quand ces éléments se dégagent chez la personne. Qu'est-ce que ça fait comme effet chez les autres? C'est ça le leadership. Malheureusement, le temps ne le permet pas. J'aurais bien aimé parler carrément, me concentrer sur les neurosciences, mais de toute façon, si on a répondu à des conseils aussi, à des questions aussi, il n'y a pas de souci. Donc, ça devait être ainsi. Donc, on aura une prochaine séance. Hein, donc, ça ne va pas s'arrêter là. On va en reprendre. On va parler, donner des petites formations en ligne. Comment faire pour aller, c'est quoi les profils que nous avons. Donc, ce qui est très important, tantôt, il a parlé de la personne qui ne parle pas, qui ne réagit pas. Donc, et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, la personne peut ne rien dire parce qu'il est d'accord carrément. La personne peut ne rien dire parce qu'il y a 2 autres facteurs qui sont là, qui fait que la personne n'est pas dans la position de parler. Ça peut être que c'est une personne qui est timide. Donc, ça, il faut l'accepter et le comprendre. Donc, on a tendance à banaliser la timidité, mais il y a la timidité qui est là, c'est plus grave que la notion de peur. Donc, ça, c'est aussi des facteurs qu'il faut vraiment comprendre. Donc, j'apprécie très bien donc, son intervention. Donc, s'il y a d'autres questions, donc moi, je pense que… Oui, bien sûr. Oui, excusez-moi, Monsieur Kahn. Moi, je souhaite vous demander 2 petites questions. La première, de combien de temps dispose-t-on? Là, il est déjà 17h30. Combien de temps vous avez que vous pouvez passer avec nous? Si, je sais pas, j'ai dépassé déjà. Donc, on peut avoir encore un petit 10 minutes. 10 minutes, c'est ça? Oui, on peut avoir encore un petit 10 minutes. 10 minutes, ok. Parce que là, j'ai une remarque, un commentaire en fait sur Zoom. Il dit, de toute façon, il a le sentiment que nous sommes un petit peu écartés du sujet. C'est exactement ce que vous venez de dire tout à l'heure. Voilà par rapport aux neurosciences. Alors, sérieusement, rien que pour que les personnes qui sont là, parce qu'ils sont venus principalement pour neurosciences, est-ce que pendant les 10 minutes, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous donner 2, 3 concepts phares, basiques, fondamentaux qu'on pourrait tirer, ou de toute façon, ça serait simplement des concepts, je dirais, basiques pour avoir dans nos têtes, pour avoir comme définition, comme ce que vous voyez comme important à avoir de ce séminaire-là. D'accord. Moi, bon, quand on parlait de neurosciences, moi, ce que je voulais venir signifier ici, c'était l'importance des neurosciences. C'était tout simplement ça. Je vous explique. Les neurosciences, c'est rien d'autre que de comprendre comment la personne fonctionne. Donc maintenant, on l'applique par rapport à quelque chose. Neurosciences appliquées à, c'est là qu'on va parler de neuropsychonutrition, c'est là qu'on va parler, comme mes délires de neurospiritualité, c'est là qu'on va parler de neuro. Les neurosciences, c'est quoi? Ça vient tout simplement venir être quelque chose d'incontournable.
Tantôt, la dame, quand elle a intervenu par rapport à la communication, donc la manière de comprendre la communication, les feedbacks que nous avons à avoir, dans les feedbacks, c'est là que les neurosciences vont intervenir. Pour te dire, le feedback est dû par rapport à telle chose. Le feedback est dit par rapport au message que nous avons envoyé. C'est quoi le comportement que la personne aura par rapport à ce message et c'est quoi le facteur qui a déclenché ce comportement chez la personne. Quand on parle de neurosciences, on parle de neurones. Quand on parle de neurones, la partie la plus importante quand on parle de neurones, c'est le cerveau de l'être humain. Donc, c'est quoi le rôle du cerveau de l'être humain? C'est quoi les facteurs qu'on doit comprendre? Les facteurs, ce qu'on appelle les facteurs d'influence. Donc, il y a les facteurs d'influence chez la personne qui vont influencer la personne soit à être résistante ou bien qui vont aller tout simplement éliminer la personne, qui vont aller affaiblir la personne. C'est de ça dont je voulais développer. Malheureusement, le temps ne nous le permet pas, mais c'est ça les neurosciences. Ça permet de comprendre le mécanisme, le type de fonctionnement, c'est quoi les faiblesses que la personne aura par rapport à la perception qu'il a de ce qui l'entoure, parce que c'est ce qui entoure la personne qui vient devenir tout simplement les facteurs issus de l'extérieur. Donc, les facteurs de l'extérieur, c'est la chose la plus importante à comprendre chez le cerveau de l'être humain. Si on comprend ces facteurs et comment faire pour déstabiliser certaines approches avec ces facteurs qui sont issus de l'extérieur, on va gagner en temps. Donc, les neurosciences viennent nous faire comprendre le rôle de la dopamine, qu'est-ce que ça fait chez la personne, qu'est-ce que ça joue, est-ce que quand la personne est en carence de ces neurotransmetteurs, est-ce qu'il y a une influence que ça va faire au niveau tout simplement des tâches que la personne doit exécuter? C'est ça les rôles des neurosciences. Venir faire signifier le rôle des neurotransmetteurs. La personne, il a besoin de tel pour être à tel point, il a besoin de ça pour être efficace, il a besoin de ça pour être efficace. La personne, comment il me reçoit, moi qui est en parfaite collaboration avec lui, comment la personne me reçoit, c'est très important. Parce que la perception dont la personne a chez moi, c'est ça, ça devient un facteur extérieur qui va aller aussi peser sur le cerveau de la personne. C'est pourquoi la créativité, on commence à y allier la neuroplasticité et c'est très important. Donc, tout ça, c'est des facteurs à comprendre sur les neurosciences. Si on demande de comprendre les neurosciences, il n'y a rien d'autre que de comprendre comment la personne fonctionne, comment la personne va réagir selon les différents cas qui se posent. Par exemple, quand on va aller régler un problème, on ne va pas aller sur le problème carrément. Le problème sera réglé temporairement, mais les neurosciences, ils vont nous guider aller vers la cause. Il va dire, oublie le problème, va vers la cause. C'est quand on connaît la cause de ce problème, là, on a réglé le problème une fois pour de bon. Régler un problème temporairement, ce n'est pas régler le problème, mais le problème, il faut régler ça définitivement. Et une fois qu'on aura compris le mécanisme, tout ce qui est quantique lié à cette problématique, lié à c'est quoi les causes. Donc, c'est là qu'on va pouvoir jouer ce qu'on appelle l'anticipation du dû. L'anticipation en neurosciences, c'est le fait de dire tel mécanisme, c'est comme ça que je fonctionne. Quand la personne est en colère, voici tel processus qui se fait. C'est le tel processus qui se fait, il y a un autre processus, il y a la chaîne qu'il faudra suivre. Mais si on comprend l'effet des neurosciences, quand la personne pose ses premiers pas sur la première ligne, on sait qu'il va aller vers la phase finale, sera d'aller vers le burn-out. Et là, c'est là qu'on va intervenir tout simplement pour mettre fin à ce problème, parce qu'on connaît tout simplement le mécanisme, la manière dont on fonctionne. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça vient tout simplement ajouter une touche au niveau de l'entreprise. On nous demande de motiver. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que la personne est motivée? Qu'est-ce qui fait que la personne est démotivée? Ça se passe dans la tête de la personne. Mais si la personne a une vision claire de ce qui se passe, a une vision claire pour comprendre les facteurs de l'extérieur, on aide la personne à ne pas se laisser influencer par ces facteurs. Ben, cette personne, il va rester en motivation, en conscience. Il ne doit pas laisser l'extérieur tout simplement définir sa motivation, définir sa personne, définir ses axes, définir ses comportements. Donc, c'est là le rôle des neurosciences, c'est là que ça va intervenir
pour permettre aux collaborateurs, aux managers, aux leaders d'expliquer, d'exprimer, donc tout simplement aux collaborateurs qui sont là. Donc, c'est quoi le rôle? Sans pour autant, j'ai dit tout à l'heure, de pousser à la personne d'activer les phases de son cerveau. Pourquoi? Parce que quand on lui transmet un message et que la personne reçoit des ordres, ça, il y a seul les neurosciences qui est capable de t'expliquer le mécanisme pour te dire, il a reçu un ordre, il a perdu 50% de ses facultés. Donc là, il agit soit par la peur, comme je disais tantôt, ça n'existe plus maintenant, donc ça s'affaiblit un peu. Ou bien si c'est une personne, j'aime bien utiliser ce terme, donc des grands, si c'est un fanfaron, donc cette personne, bien sûr, peut aller vers le succès. Mais donc, il faut vraiment savoir, donc c'est quoi les facteurs, qu'est-ce qu'il faut toucher chez la personne, où est-ce qu'on a touché chez la personne est dépressive, où est-ce qu'on va aller pour mettre fin à cette dépression? Où est-ce qu'on va juger la personne pour augmenter la dépression? Des fois, quelqu'un vient me voir pour me dire qu'il est malade, qu'il a tel problème. Je ne vais jamais lui dire que tu n'es pas malade. Parce que lui, il a ce problème depuis 4, 5, 6 mois. Il ne dort pas. Si je lui dis que tu n'es pas malade, c'est bon. Je l'ai agressé. Je n'ai pas de ressenti pour cette personne. La personne, qu'est-ce que sa tête va aller me dire? Non, cette personne, il n'est même pas censé me comprendre comment il est censé me guérir. Mais on va aller vers la compréhension, vers la réception de la personne, parler avec lui, comprendre avec la personne jusqu'à éliminer la partie dont je parlais tout à l'heure du cerveau de la personne qui va vers les préjugés, qui va vers la riposte. On élimine cette partie chez la personne et quand la personne est ouverte et qui compatit avec nous, c'est là qu'on va aller maintenant proposer des traitements pour lui dire en fait, en réalité, je pense qu'on dit que ça c'est une maladie, mais en réalité, fais ça, tu vas voir, ça va être guéri. À chaque fois, avant que la personne ne parte, je vois que dans sa tête, la personne, il va bien. Lui-même, il va me dire, effectivement, il va commencer à me donner des solutions par rapport à ce qui se passe. Donc, je pense que le temps ne nous permet pas de développer encore plus. Donc, comme je vous avais dit tantôt, j'ai monopolisé la connexion Internet parce que j'avais des soucis de connexion Internet. Je suis à l'hôtel, donc je ne suis pas chez moi. Donc, malheureusement, j'ai privé des gens de connexion Internet. Je pense qu'il va falloir en refaire une autre. Donc, on a commencé avec une série de questions qui m'a déstabilisé, qui m'a fait sortir du débat des neurosciences. Mais bon, ça devait être ainsi. Donc, c'est la loi du plus fort et le public a été plus fort. Très bien, M. Khan. Effectivement, on n'a fait qu'effleurer sur un sujet qui est très important, qui intéresse pas mal de monde. Oui. Effectivement, on part avec beaucoup de questions. Probablement, on va programmer une autre session sur les neurosciences pour un petit peu mieux comprendre les enjeux, les outils, parce que là, comme tout outil, on en a vraiment besoin déjà au terme pour la performance et l'efficacité personnelle. Mais autant plus, c'est beaucoup plus intéressant aussi quand on est à la tête d'une équipe, comme l'exemple, par exemple, des leaders ou des chefs d'entreprise. Et nous, aujourd'hui, au niveau du club de dirigeants, on est dans ce cas-là parce que la majorité, pour ne pas dire la totalité de nos audiences aujourd'hui, ce sont des chefs d'entreprise qui ont besoin, qui sont à la recherche d'outils pratiques, d'outils simples, pragmatiques, à mettre en place pour améliorer leur performance, pour améliorer leur efficacité personnelle, l'efficacité de leur équipe et bien entendu l'efficacité de leur entreprise. Écoutez, puisque je crois qu'on arrive à terme de notre session, je tiens vraiment à vous remercier aussi Tierno Khayal Khan qui vous a accompagné. Et je remercie aussi tous les participants qui nous ont suivis. Et Inch'Allah, on va essayer de programmer une autre session sur les neurosciences, peut-être la semaine prochaine ou les jours suivants. Je tiens à vous remercier. Je remercie aussi les participants. Exactement. On vous remercie aussi. Donc, voilà. Donc, on aurait bien aimé parler vraiment des outils. Moi, ce que je voulais parler, c'est des outils simples et pratiques. On applique et on voit les résultats tout de suite. Donc, on aura une autre session, donc ça ne va pas s'arrêter là. Et je vous remercie quand même. Donc, et on va programmer une autre session tout simplement pour aller vraiment dans le sujet. Et Khayar, toi, tu ne seras pas là la prochaine fois. Il sera quoi? Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tous les participants. Allez, au revoir. Merci, au revoir.